Mardi 19 mai 2020, vous êtes les bienvenus à cette session d'information sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce journal, santé avec un réajustement des chiffres officiels de cas confirmés de coronavirus. De 339 cas déclarés il y a quelques jours, les cas positifs au Covid-19 sont désormais de 130. Pourquoi cette différence et quels sont les réels mobiles qui l'expliquent? Pour en savoir, ne bougez pas, le ministre de la Santé accompagné d'un représentant de l'OMS au Bénin était face à la presse ce matin. Et 48 heures après le scrutin des communales et municipales du dimanche 17 mai 2020, quel bilan peut-on faire en attendant les résultats provisoires? Canal 3 Bénin est allé interroger les responsables de la Commission électorale nationale autonome. Réponse et explication de la vice-présidente de l'institution à suivre dans ce 13 heures. Toujours communal et municipal avec ce qu'on peut désormais appeler la polémique autour de l'arrêt de la Cour suprême qui parle de 10%. La guerre des interprétations relatives à l'attribution des sièges aux partis politiques se poursuit. Pour mieux comprendre, nous sommes allés chercher un spécialiste de la question. Franck Kinivor, expert en décentralisation, était l'invité de notre matinale Actu Matin ce matin. Vous suivrez ses explications. Voilà pour le sommaire, bienvenue et merci de nous choisir pour vous informer. Les élections communales et municipales ont eu lieu dimanche 17 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national et tout s'est globalement bien déroulé à part quelques irrégularités dans quelques centres de vote. 24 heures après le vote, quel bilan peut-on faire? Nous avons posé la question à la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome, Geneviève Nadia-Boukor, est au micro d'Idriss Boukari. En matière de bilan, je peux déjà dire que l'élection a bien eu lieu. Déjà, c'est un premier bilan. Ensuite, c'est vrai que nous avons eu quelques petites difficultés ici et là. Mais pour utiliser une terminologie bien connue, ce sont quelques irrégularités qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. Et nous avons déjà commencé par recevoir les coordonnateurs d'arrondissement avec les cantines au sein de la Sénat. Actuellement, nous sommes à un taux de 80%. En matière de cantine également, nous sommes à un taux de 80%, plus ou moins 80%. Et nous espérons que d'ici à minuit, on aura la totalité des cantines à la Sénat et la totalité des résultats. En matière de respect des gestes barrières, déjà de façon générale, on a pu constater que la plupart des électeurs étaient munis d'un masque. C'est déjà ça. C'est vrai qu'il a été dit à certains endroits qu'on n'avait pas proposé le masque aux électeurs, mais ces personnes-là venaient déjà sur place avec leur masque, tel que indiqué par le gouvernement. Donc, certains agents électoraux n'ont pas eu le réflexe de proposer automatiquement un masque, mais il y avait bien ce matériel-là au niveau de tous les postes de vote, à la différence que, contrairement aux consignes qui ont été données par la Sénat, dans certains centres de vote, plutôt que d'avoir les masques à l'entrée du centre de vote, ces masques-là se sont retrouvés à l'intérieur du poste de vote, ainsi que les gels hydroalcooliques. Donc de ce point de vue, je pense que globalement, la situation est satisfaisante. Par contre, en matière de distanciation sociale, ça a été plus dur. Ça a été plus dur à respecter. Les images l'ont montré. Il était question que les agents de la police républicaine sur place aident à ce que cette mesure soit respectée, mais à notre corps dépendant, à certains endroits, ça n'a pas été respecté. On espère que il n'y aura pas de conséquences dommageables par rapport à ce comportement-là. Dans le meilleur des cas, mercredi, notre calendrier indique la date du 24 mai, mais je pense que nous aurons les résultats bien avant, mercredi ou plus tard. Et maintenant, en direct avec notre envoyé spécial à la Commission électorale nationale et autonome, Idriss Boukari, bonjour.
Et apparemment quelques soucis pour le moment. Et je vous le disais, on parle justement des communales et municipales du 7 mai 2020. Et nous avons pour la circonstance en direct depuis la Sénat, Idrissou Boukari, bonjour. Oui, bonjour Clément Tchadé. Alors, et c'est vous qui suivez pour nous l'évolution du processus électoral depuis dimanche à la Commission électorale nationale autonome. Et cette fois-ci, vous êtes accompagné de Ali Moumouni. Vous êtes donc en direct. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à la Sénat où vous vous retrouvez actuellement? Clément Tchadé, écoutez, c'est une ambiance d'après les élections qui prévaut ici au siège de la Commission électorale nationale autonome. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les toutes dernières cantines sont en train d'arriver et réceptionnées par les équipes mobilisées par la Commission électorale nationale autonome. C'est une opération qui va aboutir aux vérifications et compilations des résultats qui seront connus demain, mercredi. L'opération est menée sous la supervision des coordonnateurs d'arrondissement. Les forces de sécurité et de défense sont également mobilisées pour assurer le contenu de ces cantines. Alors, Clément, il faut compléter tout simplement que la Sénat a reçu environ au total 1092 cantines. Et donc, autre précision, autre information que nous avons glanée ce matin tout à l'heure ici à la Sénat, c'est qu'il y a donc 546 cantines qui sont déjà en train d'être convoyées à la Sénat. Et comme vous pouvez constater, ces deux camions qui sont derrière nous vont transporter les 546 cantines qui seront transmises au niveau de la Cour suprême. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous me signalez que vous êtes précisément à la salle de transmission de la Commission électorale nationale autonome. Décrivez-nous un peu ce que vous y voyez, qu'est-ce qui s'y passe actuellement? Alors, à ce niveau, Clément Tchadé, il faut dire que c'est la grande concentration. Les techniciens mandatés par la Commission électorale nationale autonome sont à pied d'œuvre. Ils continuent de recevoir les résultats par téléphone. En tout cas, demain, mercredi, comme l'annonce la Commission électorale nationale autonome, les résultats provisoires seront connus et les candidats des différentes listes en compétition seront fixés sur le sort. D'accord. Merci à vous, Idrissou Boukari et Ali Moumouni. Vous étiez donc en direct depuis la Commission électorale nationale autonome. Merci pour toutes ces explications. Et on revient ici et on poursuit ce journal. La plateforme électorale des organisations de la société civile a déployé ses observateurs dans tout le pays ce dimanche pour suivre le déroulement du scrutin. L'objectif était donc de relever les insuffisances et assurer la transparence du scrutin. Après la compilation des informations recueillies sur le terrain, la plateforme électorale des organisations de la société civile a rendu publique une déclaration préliminaire. C'était lundi à Cotonou. Suivez. De satisfaction du démarrage du scrutin, il est de 79,8% selon les données reçues des 356 observateurs sur les 360 déployés. Taux de satisfaction du déroulement du scrutin, il est de 81,46%. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, selon les données reçues des 353 observateurs sur les 360 déployés, taux de satisfaction de dépouillement, il est de 86,2%. Taux de satisfaction pour le respect des mesures anti-Covid, il est de 58,59%. Pour le respect de la distanciation sociale est de 54,83%, données envoyées par 341 observateurs pour le port de cache-nez. Le scrutin s'est déroulé sans aucune interruption dans 95,61% de cas selon nos observateurs. Il en a été ainsi, par exemple, au PV 4 du centre de vote CEG Les Pylônes dans le 13e arrondissement de Cotonou et du PV 01 du centre de vote CEG Titirou
dans le premier arrondissement de Parakou. La durée réglementaire de 9 heures a été respectée pour le scrutin dans 99,12% des cas. PV 02 du centre de vote EPP Ilakanji dans l'arrondissement d'Agoué, à Grand Popo. Votes multiples et fraude. C'est par exemple le cas des votes multiples signalés au PV 01 EPP à Clément, arrondissement de Doko, commune de Tovikle, où le chef village a fait au moins 12 votes à lui seul. De corruption électorale signalée à Kobé, de fraude électorale signalée à Ladji Farani, deuxième arrondissement de Parakou, où le président de PV a été appréhendé avec des bulletins déjà estampillés et des cartes d'électeurs. Et au PV 03, EPP Ranro, arrondissement Ranro, commune d'Avrankou, département de Lomé, où 4 cartes d'électeurs ont été retrouvées chez un membre de poste de vote. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin formule les recommandations suivantes au gouvernement: de prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur une augmentation éventuelle du nombre de cas confirmés de Covid-19. À la Sénat, de traiter de façon professionnelle les cas d'incidents de fraude et de corruption électorale relevés au cours du scrutin. À la Cour suprême, de régler promptement les contentieux électoraux issus de ce scrutin. Aux acteurs politiques, d'éviter la surenchère sur les résultats et la répartition de sièges et d'attendre les proclamations des résultats définitifs par la Sénat. Et toujours parlons de ces élections communales et municipales, la guerre maintenant des interprétations de l'arrêt de la Cour suprême se poursuit dans le rang des acteurs politiques en ce qui concerne les 10% du suffrage national que les partis doivent réunir pour lever l'équivoque sur ce sujet d'actualité qui fait autant de polémiques. Nous avons reçu ce mardi sur notre matinale Actu Matin Franck Kinivore, expert en décentralisation. Voici ses explications. La Cour dit, oui, vous avez voulu dans votre première interprétation, lorsque on va calculer les suffrages valablement exprimés au niveau national et qu'on saura les listes qui n'ont pas pu obtenir 10% de ce suffrage, de ce chiffre de suffrage valablement exprimé au niveau national, on va éliminer ces listes-là du partage des sièges, mais on va aussi éliminer les suffrages que ces listes-là ont obtenus dans leur arrondissement, dans leur circonscription électorale. Et la Cour intervient pour dire, vous ne pouvez pas éliminer ces suffrages-là parce que vous auriez manqué de considération à ces électeurs qui font partie du bloc détenteur de la souveraineté nationale. Donc, c'est en substance ce que la Cour a dit. Et ça aura des conséquences. Parce que, dans un premier temps, en l'interprétation de la Sénat, qui pour moi, je suis rien, pour moi semble la plus pertinente, va permettre fondamentalement d'être en cohérence avec la répartition des sièges à la représentation proportionnelle avec la plus forte moyenne. Mais l'interprétation de la Cour amène la Sénat à se retrouver dans une situation où elle ne pourra pas attribuer des sièges parce que, justement, si vous regardez la solution que la Sénat a dû développer après la décision de la Cour, c'est que la Sénat dit maintenant que si dans un arrondissement, une liste arrive à avoir 10% au moins des suffrages exprimés, cette liste-là, si aucune autre liste n'a 10% dans l'arrondissement, c'est la seule liste-là qui va prendre tous les sièges. Si on vote pour toi à hauteur de 12%, comment on peut expliquer que tu prennes tous les sièges? Ce n'est pas la sincérité du vote, ça, mais c'est l'interprétation de la Cour qui amène la Sénat à prendre cette disposition dans l'élaboration de ces algorithmes pour proclamer les résultats. Et donc ça, je pense que ce que la Cour a donné comme orientation, c'est vrai, ce n'est pas dénué de sens. La Cour est dans la logique
de la réforme du système partisan. La Cour est rentrée dans l'ensemble des textes de loi qui avaient été pris récemment. Mais je crois que ceux qui ont conçu la réforme du système partisan veulent aller quelque part. Oui. Et les populations doivent comprendre ça. Et l'actualité au Bénin, c'est aussi le coronavirus. De 339 cas déclarés il y a quelques jours, les chiffres officiels des cas positifs du Covid-19 sont désormais de 130. La différence s'explique par la nature des tests réalisés. Pour lever tout équivoque et éviter les amalgames dans l'interprétation de ces nouveaux chiffres, le ministre de la Santé, accompagné d'un représentant de l'OMS, a animé ce matin une conférence de presse. Le point, Ulrich Ekouegaba, Rachidi Soubero. Face à la presse, le ministre de la Santé donne les nouveaux chiffres relatifs aux cas confirmés du coronavirus en République du Bénin. La courbe vertigineusement ascendante, il y a quelques jours, est redescendue à 130. C'est le chiffre officiel validé par l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, organe officiel mondial en charge des questions sanitaires, ne reconnaît pour le moment comme cas positifs confirmés que ceux issus des tests réalisés avec la PCR. Ainsi, au plan officiel, en application de cette directive de l'OMS, le Bénin compte à ce jour 130 cas confirmés de Covid-19 par la PCR. Cette nouvelle dynamique entraîne donc une diminution sensible des cas officiels confirmés d'infection à la Covid-19. Il ne s'agit nullement d'une manipulation de chiffres, encore moins d'un déni de crédibilité lié aux résultats des tests, dira le ministre de la Santé. En effet, les autorités béninoises donnaient les chiffres combinés des résultats des tests TDR et PCR. Mais l'OMS ne recense et ne prend en compte que les tests positifs à la PCR, ce qui explique la baisse subite de la courbe autrefois ascendante. Lorsque vous prenez les chiffres donnés par les autres pays, même des pays qui sont en train de réaliser des tests diagnostiques rapides, ils ne communiquent que les données de la PCR. Cela fait qu'en voulant comparer, vous comparez des données du Bénin qui associent les diagnostics posés par et tests diagnostiques rapides et PCR à d'autres données qui ne sont que des données issues de la PCR. La deuxième chose fondamentale, l'OMS ne met pas en cause les tests diagnostiques rapides. Ce que l'OMS dit, c'est que pour le diagnostic, pour poser le diagnostic, il faut s'en référer à la PCR, c'est-à-dire la recherche même du virus. Mais les tests de diagnostic rapide permettent d'attester que la personne a été en contact avec le virus. Donc ce n'est pas le test qui est remis en cause. Donc, les 339 qui étaient communiqués par le gouvernement du Bénin associaient aussi bien les tests diagnostiques rapides, les tests diagnostiques rapides que les résultats des PCR. Le ministre de la Santé est soutenu dans ses explications par le représentant de l'OMS au Bénin qui apprécie les prouesses réalisées par le gouvernement béninois depuis l'apparition du premier cas confirmé le 16 mars 2020. Loin d'être source de banalité, les autorités exhortent les populations à maintenir l'état de veille sanitaire à travers le respect des gestes barrières. La baisse des chiffres ne doit pas faire rentrer la problématique de cette pandémie dans la banalisation. Absolument pas. Et avoir un seul cas est déjà suffisamment grave. Il faut que nous continuions aussi à suivre les tendances. Ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui un cas de plus ou un cas de moins. Ce qui compte, c'est de voir les tendances. Est-ce que ça augmente? Est-ce que c'est stationnaire? Est-ce que c'est en diminution? C'est ça sur notre combat. Aujourd'hui, nous devons aussi continuer à adopter les mesures préconisées par le gouvernement, les mesures barrières, le lavage des mains, les distances entre les individus, le port de masques, toutes les mesures que le gouvernement a adoptées. Détecter les cas, suivre les contacts pour voir s'ils vont faire la maladie et ne pas se contaminer. Il faut surtout ça que chacun se dise que la maladie est là, tant qu'elle n'est pas finie dans toutes les communautés, elle n'est pas finie. Le gouvernement du Bénin rassure qu'il poursuivra ses tests de dépistage rapide pour mieux circonscrire le mal et anticiper sur les foyers de pandémie
afin de mieux protéger les populations. Les dépistages massifs ciblés se poursuivent donc, mais désormais, seuls les cas positifs à la PCR seront déclarés. Et puis on prend maintenant la direction du Septentrion, précisément de Parakou, où s'est tenue une séance d'échange entre les filles apprenantes du collège technique privé Don Bosco de Parakou et les femmes techniciens et chefs d'entreprise. Les discussions sont portées sur la promotion de la formation technique au profit de la gente féminine, occasion pour les responsables du collège d'expliquer la nécessité pour les filles de faire des filières techniques. Lukman Ouroutiou nous fait le point. Promouvoir l'accès des filles à l'éducation et à l'enseignement technique. C'est l'objectif de cette séance de sensibilisation et d'échange organisée par le collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. À travers cette rencontre, les initiateurs veulent titiller la gente féminine à s'intéresser à ce type de formation, aussi maintenir et rassurer celles qui s'y adonnent déjà, ceci partant d'un constat. Avec 700 élèves, nous n'arrivons pas à 70 filles dans l'établissement. Alors ce que nous trouvons faible, et nous pensons que dans notre charisme de Don Bosco, on a voulu former les jeunes. Et les jeunes, c'est des filles et des garçons. Donc nous disons qu'il faut donner aussi plus de chances aux filles. Soit en faisant la promotion des métiers que parfois on considère des métiers masculins, soit aussi en créant des métiers plus favorables aux filles. La gestion de la vie professionnelle et celle du foyer, ainsi que le harcèlement en milieu de formation ou de travail, aucun aspect n'est occulté dans les échanges. Des personnes ressources nanties d'expérience ont prodigué de bons conseils aux jeunes apprenantes pour la suite de leur formation technique et de leur insertion professionnelle dans la vie active. Tu peux vouloir aller travailler et ne pas préparer à la maison. Ton mari va rentrer, il va rester affamé. Et c'est quelque chose qui peut déranger dans le foyer. Et aussi au service, et il y a des gens qui vont vouloir te déranger, te faire la cour. Et si tu ne sais pas ce que tu es parti chercher, tu vas te laisser faire avec tout le personnel. Des messages bien reçus par les apprenantes qui entendent les mettre en pratique. Les femmes, nous maintenant comprenons qu'il faut vraiment se donner pour gagner sa vie. Que ce n'est pas tout ce que tu veux que l'on fait pour toi. La séance est très très bonne pour moi. Satisfait aussi des différentes réactions, les organisateurs entendent agir davantage pour changer la perception que la société africaine, notamment béninoise, a des métiers dits masculins. Et cela passe par des formations techniques enseignées au collège privé Don Bosco de Parakou, sans aucune distinction de sexe. Éducation et formation toujours, les universités publiques et privées du Bénin ont repris les activités pédagogiques depuis le 11 mai passé. Dans le contexte actuel marqué par la crise du Covid-19, les cours sont dispensés aux étudiants via les plateformes numériques. À l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées de Dassazomé, la communauté universitaire s'est mise au pas. Le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'y est rendu pour constater l'effectivité des dispositions. Regardez. Les cours ont à nouveau repris dans nos universités nationales et privées. Et pour se convaincre de cette relance des activités pédagogiques, une équipe conduite par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur s'est rendue à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENS-BBA de Dassazomé. Le centre universitaire est effectivement réouvert avec d'importantes mesures de protection prises contre le coronavirus. Nous avons acquis une dizaine de dispositifs de lave-mains à pédale. Au niveau du bloc administratif, nous en avons devant chaque classe, chaque laboratoire pour les filières qui ont démarré. Nous n'avons eu aucune difficulté à les disposer, un étudiant par table, dans une disposition zigzag, de sorte qu'il y a un minimum d'1,50 m qui sépare deux étudiants assis dans une salle. Vous l'avez constaté aussi, ils sont tous en masque, aussi bien les étudiants que les enseignants et le personnel administratif de soutien. À l'ENS-BBA de Dassa, les étudiants des différentes spécialités qui sont en effectif réduit sont répartis dans plusieurs salles.
Les cours sont dispensés sur des supports numériques et physiques mis à leur disposition pour leur faciliter l'apprentissage. Quant aux apprenants des filières à gros effectifs comme la chimie, biologie, géologie, ils suivent les cours depuis leurs ordinateurs ou smartphones. Les thématiques sont expliquées en visioconférence par les professeurs. Ceci conformément à un emploi du temps réaménagé. En plus des explications en ligne, ces étudiants peuvent également télécharger les cours et travaux dirigés sur la plateforme e-learning à travers le portail étudiant.bj. Les petits effectifs sont au cours. Les grands effectifs, quant à eux, nous avons tout à l'heure avec le directeur et le vice-recteur qui est avec nous, demandé au comptable d'aller acheter de crédit dans les 3 modems. Le modem des étudiants sera exploité par ceux qui sont en CBG. Le modem du personnel administratif sera aussi utilisé par les étudiants de 2 écoles. Et sur le modèle des enseignants, certains étudiants donc de 2 écoles également pourront l'exploiter. Voilà ce que nous venons de faire en attendant que l'équipe du ministère du numérique et de la digitalisation ne passe. Démarré après plusieurs semaines de congés prolongés pour cause de la pandémie du Covid-19, ces cours repris vont durer 1 mois et demi au plus et seront immédiatement suivis des évaluations finales. La zone sanitaire Zogbodome-Boyikon-Zakpota dispose désormais d'un nouveau dépôt répartiteur construit sur financement du Fonds d'appui au développement des communes FADEC Santé Exercice 2019. L'édifice est la contribution de la mairie de Boyikon à l'amélioration de la qualité des soins dispensés par les agents de santé pour le bien-être des populations. On voit l'inauguration avec Imet Hélène Mousson. Un dépôt répartiteur au profit de la zone sanitaire Zoboza, Zogbodome-Boyikon-Zakpota. L'infrastructure longtemps attendue est enfin réalisée. Il a été construit sur financement du Fonds d'appui au développement des communes FADEC Santé Gestion 2019. C'est une contribution de la mairie de Boyikon au bien-être des populations. Au niveau donc, de la commune, il y a eu plusieurs investissements. Je peux citer déjà le centre de santé de Boyikon 1 qui a été construit par la mairie, les centres de santé de Sodo-Romain, où on a construit le dispensaire, les châteaux d'eau qui ont été construits à Kassagon, à Vogbana, les incinérateurs qui ont été construits dans plusieurs centres de santé. Nous bénéficions au quotidien de l'appui en matériel à travers les partenaires. Nous avons également l'appui en médicaments et mieux encore en personnel. Implanté au centre médical 1 de Boyikon, l'édifice comporte en plus d'un bureau spacieux, une terrasse de 6 mètres carrés, un magasin de 94 mètres carrés, une chambre froide ainsi que des toilettes. Ce dépôt répartiteur facilitera désormais l'approvisionnement et le stockage des divers produits et médicaments acquis au profit des différents hôpitaux et centres de santé de la zone sanitaire. La vie de nos centres de santé, le poumon, c'est les médicaments. Vu l'évolution des choses, la capacité que nous avons pour nos dépôts répartiteurs, à un moment donné, c'est devenu insuffisant. Vous avez su toucher un point sensible pour le développement, la vie du centre de santé de Boyikon. Ce que nous avons fait est pour nous un devoir. Nous n'allons pas l'arrêter, nous allons continuer à le faire. La municipalité fera encore un peu plus les jours et les semaines à venir. La nouvelle équipe dirigeante qui sera là fera certainement encore un peu plus. Je voudrais leur faire confiance. Je leur dis qu'ils auront mon soutien partout où je me trouverai. Parce que toute action qui doit aller dans le centre de développement qui concerne la ville de Boyikon m'engage. J'ai été engagé hier, je suis engagé aujourd'hui. Je prends l'engagement que demain, ça va être la même chose. Je ne me ferai pas prier pour apporter ma petite pierre à l'édifice que nous bâtissons ici à Boyikon. À travers cet appui, la municipalité de Boyikon donne une fois encore la preuve de son soutien aux agents du secteur de la santé de la ville. Ces derniers qui sont trop sollicités et contribuent chaque jour au bien-être des citoyens de la ville Carrefour.
Et c'est sur cet élément que se réfère ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de préparation, de la réalisation, mais aussi de la diffusion, vous remercie pour votre aimable attention. Vous pouvez revivre toute l'actualité sur notre site internet, le www.canal3television.com. À demain 13h.